que vous saurez pourquoi stack à la fin. Donc en fait, depuis maintenant 5-6 ans, on a débuté des recherches autour du cloud et autour de la décentralisation du cloud, notamment avec tout ce qui a été présenté un peu préalablement, aussi bien tout ce qui est autour de l'IoT que sur le Edge. Donc pour commencer cette présentation, qui va essayer de donner un peu un survol des différentes recherches qu'on mène chez Inria sur le cloud, on a cette analogie pour nous, où pendant très longtemps, en fait, on s'est concentré en fait, à construire des très très grosses centrales numériques. Donc un peu à l'instar de très grosses centrales nucléaires. Ici, vous avez un des data centers de Microsoft à Quincy. Vous pouvez voir la taille des voitures, je ne vais pas insister, ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est de plus en plus grand. Et en fait, pendant très longtemps, il y a des gens qui ont essayé de faire un peu une transition numérique. Donc à l'instar aujourd'hui des centrales nucléaires, on essaye de basculer vers des centrales avec des énergies renouvelables. C'est un peu la même chose pour les centres de données. Vous avez à votre droite le plus gros data center du monde aujourd'hui, qui est le data center Switch à Reno, dans le Nevada, et qui est entièrement en fait, alimenté par des ressources, des énergies renouvelables. Pardon. Donc ça, c'est un défi qui est très important dans le monde du data center. Et parce qu'il est très important, j'ai choisi de ne pas en parler aujourd'hui. Donc en fait, moi, ce que je vais me concentrer, en fait, c'est toujours pareil sur une autre analogie, qui n'est pas sur la transition énergétique, mais plutôt justement sur celle qui a été dite tout à l'heure, sur celle du fog et du edge. Donc, typiquement, aujourd'hui, à cause des tendances actuelles, on a besoin en fait de décentraliser ces très grosses centrales numériques. Alors pourquoi on doit les décentraliser? Pourquoi on part d'un modèle où on a un très gros data center vers un modèle où on a des entités qui sont de plus en plus petites? Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme ça a été évoqué tout à l'heure, le monde IoT, les nouveaux usages autour de toute la mobilité, les applications mobiles, etc., font qu'on ne peut plus remonter la quantité de données qui est créée vers les centres de données centralisés. Donc aujourd'hui, on parle d'une nouvelle génération d'Internet. Alors il y en a qui l'appellent l'industrie 4.0 en France. Aux États-Unis, ils appellent ça l'Internet industriel. On appelle ça également le tactile Internet. Comment on fait à travers l'Internet pour faire des choses tactiles, avoir du retour de force, des contrôleurs kinaptiques, tout ce qui est la médecine, la e-médecine, etc. Et donc, généralement, on présente cette problématique sous cette vision-là, où vous avez en fait plein de bâtiments qui sont équipés de sensors et qui sont connectés au cloud. La réalité, en fait, c'est que pour atteindre le cloud, vous passez par le backbone pour atteindre les fameux très gros data centers qu'on a vus aujourd'hui, et donc vous avez des problèmes de latence. Donc il y a des solutions qui sont en train de mettre en œuvre, mais grosso modo, elles ont tous le même objectif, c'est de redescendre le cloud via des entités qui sont beaucoup plus petites. Donc on n'a pas ces très gros centres de données, on a des petits centres de données qui vont être déployés au plus proche des usages. Et donc, si on regarde dans le détail, les challenges pour justement opérer et utiliser ces infrastructures, aujourd'hui sont nombreux. Je ne vais pas les présenter tous, je vais faire des petits focus à chaque fois pour essayer de vous donner un peu les principaux messages autour de cette problématique de recherche. Donc le premier challenge, c'est celui d'un point de vue opérateur-administrateur. Comment on fait pour aujourd'hui opérer et exposer une infrastructure qui va être composée de milliers, voire de dizaines de milliers de micro-data centers. Donc j'ai pris un exemple sur lequel nous on travaille avec, dans le monde académique depuis plusieurs années avec Renater. Donc Renater, c'est l'opérateur en France qui est chargé d'interconnecter tous les instituts publics de recherche et universitaires. Donc chaque petit point, chaque carré que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle un point de présence réseau. Donc c'est une petite salle où vous avez des équipements, des routeurs, des switches. Et donc nous, en fait, depuis maintenant 4-5 ans, on regarde comment on peut étendre ces points de présence réseau avec des serveurs qui vont être dédiés pour faire du calcul et du stockage. Ce qui va permettre en fait de ramener des capacités de cloud au plus près des usagers et donc, à terme, de pouvoir minimiser tout ce qui est transfert de données et essayer de laisser le trafic là où il doit rester. Donc la première chose qu'on a fait, nous, on ne veut pas inventer la roue, hein, on est allé prendre un système sur étagère, OpenStack, et on a regardé si on pouvait opérer cette infrastructure-là avec un seul système qui va être déployé à un endroit centralisé et qui va en fait opérer toutes les ressources comme si c'était des ressources distantes. Donc des unités de calcul, mais jouées de manière distante. Le souci, c'est que quand vous avez des sites comme Corté ou des points qui en fait sont faiblement maillés, mais dès que vous avez une déconnexion réseau, l'ensemble des gens qui sont à Corté vont plus pouvoir exploiter ces capacités de cloud. Donc en fait, ce modèle-là centralisé, il marche pour certains cas d'utilisation, mais il est vite limité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, si on veut apporter cette propriété d'indépendance, on va être obligé de déployer ce qu'on appelle du control plane sur chacune des entités. Ce qui permet que chaque entité est totalement autonome. Et si en fait elle est déconnectée de leurs infrastructures, elle peut continuer à offrir du service aux usagers locaux. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. La principale idée, c'est que quand vous voulez pouvoir faire la collaboration entre ces services, typiquement moi aujourd'hui je suis à Paris, je veux pouvoir exploiter mes ressources qui sont habituellement à Nantes, je veux pouvoir le faire.
Donc en fait, comment on fait pour faire collaborer des piles logicielles qui sont aussi compliquées? Eh ben, il faut essayer de le faire sans être intrusif. Pourquoi? Parce que si je regarde le système OpenStack aujourd'hui, c'est 13 millions de lignes de code. Et si demain je veux rendre un système collaboratif qui fait 13 millions de lignes de code et qui n'a pas pour objectif d'être collaboratif, eh ben, il faut que je trouve des nouveaux artefacts, des nouvelles abstractions qui vont me permettre de faire ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs approches. La première, elle n'est pas bonne, parce qu'en fait, il va falloir aller coloriser chacun des services, et donc modifier ces 13 millions de lignes de code. La deuxième, elle consiste à faire une sorte de broker au milieu qui va rediriger la requête. À terme, c'est pareil, vous allez réimplémenter 13 millions de lignes de code. La troisième approche, c'est d'utiliser les nouvelles bases de données dites NewSQL. Donc le NewSQL, pour faire très rapide, c'est les bases de données SQL qu'on a tous connues, mais qui sont construites au-dessus de modèles NoSQL. Donc pareil, ça, a priori, ça pourrait aider. Malheureusement, vous avez un théorème qui s'appelle le théorème CAP, qui vous dit clairement que faire ça à très large échelle, ça ne marche pas. Donc il faut trouver une autre solution. Et donc les travaux actuels en fait qui sont menés chez NRIA, c'est essayer de réifier cette notion de localité. Alors ça a été évoqué tout à l'heure avec OVH, qui permet justement, qui est un des premiers opérateurs qui permet de réifier cette localité-là, de dire en fait dans mes appels, je vais réifier la notion géographique. Et donc quand je vais vouloir faire de la collaboration, je vais simplement indiquer quel sous-service je veux appeler des différents sites. Donc excusez-moi, je vais très vite, faute de temps, je pourrais étoffer par la suite s'il y a des questions. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, je vais expliciter dans l'appel de ma requête le workflow que je souhaite suivre. Donc là, typiquement, je vais dire, je veux démarrer une VM sur Paris, mais en utilisant le repository des images qui se trouve à Corté. Et donc comme ça, en fait, sans changer aucune ligne de code dans ces grosses piles logicielles, je vais être capable de faire de la collaboration de système à système. Donc j'ai donné cet exemple sur OpenStack. L'idée, bien sûr, c'est essayer de le généraliser pour le faire sur d'autres piles logicielles comme Kubernetes. On souhaite également étendre ça avec des opérateurs et ou. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des opérations à travers un grand nombre de sites en faisant un unique appel. Donc toujours pareil, en manipulant cette notion géographique. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais opérer une infrastructure, ce n'est pas uniquement faire de la collaboration entre différentes piles logicielles. Il y a plein de choses qui ont été évoquées, je ne vais pas revenir dedans, mais typiquement les protocoles IoT, c'est des choses qui sont dépendantes, on ne parle pas en IP. Comment on fait pour vérifier ça également dans une pile logicielle qui fait 13 millions de lignes de code? C'est-à-dire qu'on va en rajouter encore pour pouvoir être opérable avec l'ensemble de ces briques-là. L'autre challenge que je souhaite évoquer aujourd'hui, c'est qu'on a regardé la vision opérateur, la problématique de gérer toutes les ressources. Maintenant, il faut regarder également la vision programmeur. Le Edge, ça nécessite en fait de repenser totalement la manière dont on va développer les applications. Alors la première chose, c'est que la déconnexion et la mobilité, ça devient la norme. Alors je ne sais pas si les gens qui ont été sensibilisés aux problématiques Big Data, avec Hadoop qui disait que dans son modèle, la défaillance était la norme. Et bien, le Edge, ça a introduit une nouvelle norme qui est la déconnexion et la mobilité. Alors je vais donner un exemple assez simple. Je pense que tout le monde connaît Google Doc. Et que quand vous êtes dans le train ou dans l'avion, vous pouvez faire du Google Doc offline. C'est cool. Par contre, si vous êtes avec votre partenaire en train de partager un document, il a beau être juste à côté de vous, vous avez beau avoir une connexion Wi-Fi tous les deux, mais vous êtes impossible d'utiliser Google Doc. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ensemble de la collaboration va être faite via un point centralisé qui est dans le fameux cloud de Google. Donc l'idée, c'est de dire, c'est un peu bête. Moi, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais déployer quelque part une petite entité de Google dans mon micro data center qui sera dans mon train, et donc être capable d'utiliser mon service comme si j'étais connecté au reste du monde. Et donc on voit en fait que la manière de concevoir les applications web deviennent différentes puisque la mode déconnecté devient la norme. Alors c'est vrai pour Google, c'est également vrai pour Facebook. Vous êtes en train de filmer la vidéo de vos petits-enfants pour les envoyer à mamie ou une vache que vous avez vue à travers le champ. Vous voulez la charger dans Facebook, essayez de faire ça en 4G ou en 3G dans le train qui roule à 300 km/h, vous allez y passer un petit moment. Si j'ai un micro data center, je peux exposer ça directement dans mon data center, et une fois que le data center sera avec une connectivité efficace, soit en gare, soit sur un point spécifique, on pourra pousser ces données vers le service Facebook habituel. Donc c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour Netflix, c'est vrai pour Spotify, Deezer, ça peut être vrai également pour Cdiscount, pour toutes les choses où on pourrait travailler en mode déconnecté. Alors pourquoi c'est important? Pareil, je ne vais pas le redire, parce qu'en fait la quantité de données qui circulent aujourd'hui, elle est déjà très importante et on ne pourra pas la gérer demain. Alors on ne pourra pas la gérer demain de manière centralisée, il va falloir la gérer de manière locale. Donc là c'est des chiffres qui ont été donnés par Cisco. Les sondes qui vont être dans un Boeing 787, elles vont générer grosso modo 40 teraoctets par heure. Si vous reprenez un vol Paris-Seattle,
Ça veut dire que sur le vol, vous avez 400 Tera de données à traiter. Vous multipliez ça par le nombre d'avions qui circulent la journée et vous imaginez la quantité de données que ça fait à traiter. Pour vous donner une ordre d'idée, Facebook aujourd'hui, c'est 4 pétabits sur l'année 2018. Donc en fait, on va vraiment exposer les données si on veut les centraliser, et donc c'est pas possible de les centraliser. La dernière chose qui doit venir également la norme, c'est la privacy. Donc on a eu quelques jours, Monsieur Facebook qui est venu rencontrer notre cher président, où il a dit que la privacy, ça devenait un concern spécifique. Ben nous, en fait, on souhaite encore une fois utiliser ces infrastructures Fog et Edge pour traiter la question de la privacy. Donc là, pareil, je vais juste vous donner une indication. Aujourd'hui, quand vous postez des commentaires sur un service, ces commentaires-là vont être stockés en fait dans la base de données. Donc, je ne sais pas comment vous êtes familiarisé avec les technologies du web, mais là, grosso modo, j'ai juste fait un clic droit sur mon navigateur pour regarder comment était structurée la page, et le contenu de la page, en fait, il est récupéré directement depuis une base de données. Alors, c'est un peu bizarre parce que le web, il a été construit sur une chose qui est assez basique, qui est les liens HTTP, qui me permet d'aller chercher la donnée là où elle est. Donc, en fait, moi, demain, si je poste quelque chose, je veux que la donnée reste en fait chez moi, mais que l'application web vienne pointer avec le bon lien HTTP le data vault qui sera trusté par ma part. Donc grosso modo, ma Livebox ou mon cloud avec qui j'ai signé un accord. Donc c'est vraiment techniquement très simple à faire. Au lieu d'aller avoir le code, le texte que vous avez vu tout à l'heure, eh ben, je vais juste mettre un pointeur vers mon data vault qui sera à moi et qui me permet à tout moment de pouvoir détruire la donnée ou la retirer. Alors bien sûr, vous pouvez toujours faire des copies. Une fois que vous avez mis une information, elle peut être copiée. Mais là, on tombe dans l'ordre du copyright et c'est plus tout le même problème. Mais vous restez maître en fait de votre donnée. Donc c'est des choses qui sont très faciles à faire une fois qu'on aura mis en place ces mécanismes où en fait on a des capacités de cloud computing qui sont totalement décentralisées. Donc là, je vous ai donné un exemple sur les données, mais bien sûr, on pourrait imaginer des choses avec mon médecin. Je vais prendre un rendez-vous chez mon médecin. Mon médecin me dit « Ah, attention, en ce moment, il faut monitorer votre cœur ou faire différents tests. Je veux déployer un petit calcul chez vous. Vous me donnez l'accord. Hop, il déploie une petite VM ou un conteneur sur ma Freebox ou ma Livebox. Et il peut récupérer des informations. Et quand c'est fini, on peut tuer la box. Et il n'y a pas eu de problème au niveau de la privacy. Alors très vite, j'aborde le quatrième point que je voulais évoquer ce soir. Donc je reprends mon fil rouge. Ma centrale nucléaire, la transition vers le monde énergétique. Ma centrale nucléaire, la transition vers des générateurs au plus proche des usagers. Et en fait, j'essaie de mixer les deux. Et donc j'arrive en fait à ce qui se passe également aujourd'hui au niveau électrique, qui est le déploiement de sources renouvelables pour le particulier. Donc là, pareil, si je veux fermer le cercle, ben, l'idée, ça va être de dire que le micro-data center peut lui-même devenir une source d'énergie. Donc vous avez des beaux exemples ici à Paris, la piscine à la butte aux cailles, qui est chauffée par un data center. Vous avez une société qui s'appelle Cardo Computing également, qui fait du radiateur numérique pour le particulier. Elle vient de faire un partenariat avec Casino pour aller chauffer les entrepôts de Casino. Vous avez Cloud and Heat en Europe, en Allemagne. Donc là, l'idée, c'est un peu la même. C'est de dire que en fait, je vais déployer des micro-data centers. Je vais injecter des calculs qui vont avoir toutes les bonnes propriétés que j'ai évoquées précédemment. Et en fait, je vais utiliser l'énergie qui se dissipe pour en fait chauffer des réseaux d'eau chaude. Et donc, quelque part, là, j'arrive à créer un cercle vertueux si j'alimente ces micro-data centers avec des énergies renouvelables. Alors là où c'est assez fort, c'est que alimenter un très gros data center avec de l'énergie renouvelable, c'est très compliqué. Parce que quand vous avez vraiment des clouds et que vous avez des panneaux solaires, eh ben, il faut avoir des modèles de météorologie qui sont très importants. Mais si en fait on a plein de micro-data centers, ben, en fait, si j'ai des nuages par exemple sur mon micro-data center qui est à Brest parce qu'il va pleuvoir, ben, j'ai peut-être du vent à Nantes. Et donc je peux peut-être relocaliser des calculs juste sur Nantes tout en satisfiant les problèmes de localité et de latence. Dernier challenge que je vais évoquer ce soir, c'est la problématique en fait, des GAFAM. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, des gens qui opèrent des infrastructures à plus de 400 000 machines, comme ça a été évoqué par OVH, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Des acteurs, je pense qu'il va être moins de 10. Et que nous, pour les académiques, si demain on veut proposer des algorithmes et des nouvelles abstractions qui sont adaptées à ces infrastructures, eh ben, il nous faut des outils en fait, pour pouvoir les tester. Donc un peu comme les physiciens qui ont le CERN, qui ont le LHC opéré par le CERN, ben nous, il nous faut des outils similaires. Et donc, en fait, depuis maintenant 2 ans, il y a une réflexion qui a débuté et qui est pilotée par Enria, qui consiste en fait à rapprocher 2 testbeds français, mais qui sont connus au niveau international, qui sont d'un côté Grid 5000. Donc Grid 5000, c'est 1500 machines qui sont disponibles pour les chercheurs. Donc c'est du bare métal, vous faites ce que vous voulez, ça existe depuis 2003.
On pourrait appeler ça du Real Infrastructure as a Service, parce que vous récupérez vraiment du bare metal. Et de l'autre côté, c'est FIT, qui est une infrastructure qui a été mise en place en 2010 pour étudier toutes les problématiques autour de l'IoT. Et donc depuis 2 ans, en fait, il y a une réflexion qui est menée pour essayer de rapprocher ces deux infrastructures et les fusionner pour faire en fait un exemple et à terme élargir cette infrastructure à l'Europe. Donc c'est un projet qui s'appellera Slice, qui est justement d'être capable d'offrir une infrastructure qui se veut compétitive avec celles qui sont opérées par les GAFAM pour permettre en fait au monde académique et aux industriels de rester compétitifs dans cette course à la gestion de l'infrastructure. Il y a un workshop qui est organisé par l'ENS à Lyon. Alors je fais un peu du teaser ici, parce qu'en fait l'objectif de ce workshop c'est justement de comprendre les besoins et les usages qu'on souhaiterait faire à travers ce testbed. Donc voilà, le takeaway que je laisserai, c'est qu'en fait il n'y a pas de cloud. Donc au départ, historiquement, en fait, on dessinait le cloud parce que c'était un peu pour dessiner le backbone IP. Hein. C'était trop compliqué de dessiner tout le réseau, donc on faisait un cloud. Et puis on a dit, maintenant on va mettre les data centers dedans. Donc en fait, c'est pas vrai. Il y a toujours le backbone. Les data centers, ils sont en périphérique du backbone. Votre edge, à vous, c'est peut-être mon data center très loin. Le voisin du data center de switch que j'ai parlé tout à l'heure, son edge à lui, il fait 7000 fois un terrain de foot et il a autant de serveurs qu'il veut. Donc le edge de quelqu'un ou le data center de quelqu'un, ça peut être le edge de quelqu'un d'autre. Donc ça, il faut vraiment comprendre cette notion d'infrastructure, de réseau et de data center, où est-ce qu'ils sont. C'est très important. Il y a plein d'exemples pour petite anecdote, mais Microsoft, par exemple, ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais ils sont en train de déployer des sous-marins, donc des centres de données dans des sous-marins, et en fait, la facilité de déployer le sous-marin là où ils veulent, au plus près des usages. Donc c'est des choses qu'ils étudient. D'un côté, l'infrastructure devient de plus en plus compliquée, et de l'autre, en fait, les applications deviennent également de plus en plus compliquées. Donc on a parlé de big data, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée. Ben, tout ça aujourd'hui, ça va tourner sur ces infrastructures, avec cette notion décentralisée, comprendre les problèmes de localité, comprendre les problématiques d'échange de données, etc., etc. Et donc en fait, comprendre toute la pile logicielle, verticalement et horizontalement, c'est le but de l'équipe de recherche que j'anime. Merci à vous.